Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui commence lundi 26 septembre avec vous pour débattre et commenter l'actualité. Évidemment, beaucoup de choses, les élections en Italie, on va parler de l'Iran, on va parler également de l'insécurité en France, des rodéos urbains à Bayonne, des agressions à Nantes, des délits de fuite qui continuent et Gérald Darmanin qui tweet. On va y revenir avec vous dans un instant et avec Mickaël Darmon, journaliste politique chez I24 News. Bonjour. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions L'Archipel. Nicolas Corato ne devrait pas tarder à arriver. Président fondateur du think tank Place de la République, Geneviève Gotzinger, vous êtes communicante et présidente de l'agence Image. Et Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. Bonjour. Bonjour à vous. Eh bien voilà, tous ces sujets avec vous. Vous savez que vous pouvez également réagir sur le Facebook, YouTube, compte Twitter de Sud Radio. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule qui vont structurer cette émission. Mickaël Darmon, on va commencer avec vous. C'est l'actualité aussi de ce matin. L'annonce faite par Julien Bayou. Oui, je dirais une petite actualité, mais enfin qui est par ordre d'entrée en scène, c'est la plus récente. Donc voilà, effectivement, on en parle et ça tombe bien parce que c'était ce dont j'avais envie également de souligner, c'est-à-dire ce paradoxe entre une époque qui a mis au sommet de l'agenda de tous les gouvernants nationaux et internationaux la transition écologique, les conditions du climat, la protection de l'environnement, et en France un parti donc Écologie Les Verts qui s'enfonce, coule, fait naufrage dans ces petites polémiques, dans ces histoires internes. Alors la dernière en date, c'est Julien Bayou qui donc annonce sa démission depuis maintenant environ une heure de la tête de la présidence du parti, comme lui demandait Yannick Jadot. Il a annoncé vraiment ce matin aux alentours de 7h30, il a envoyé une lettre interne aux militants, puis ensuite il a officialisé ça dans la presse. Donc j'ai eu l'occasion de lire ce texte. Effectivement, ça montre à quel point les Verts sont auto-centrés sur leur nombril. Ils sont également à côté de cela pris dans des affres de réorganisation interne, de référendum militant pour réorganiser leur mode de fonctionnement, et ils se battent à longueur de boucles WhatsApp, de discussions, de prises de bec sur ces sujets-là. Pendant ce temps-là, voilà, la planète brûle, je dirais, et ils regardent ailleurs, enfin ils regardent surtout vers eux. C'est, je dirais, totalement stupéfiant, voilà, de voir à quel point ils ratent totalement leur époque, et de manière plus générale à quel point cette NUP est en train de rater complètement son arrivée sur le devant de la scène politique, et montrer à quel point il s'agit d'un cartel électoral et non pas d'une force politique. D'une réelle force politique. Cela dit, que pouvait faire Julien Bayou, et une autre question qui est celle qui concerne aussi Adrien Quatennens, c'est-à-dire qu'on démissionne des instances, mais on reste député. Oui, mais ça je dirais, c'est difficile même d'avoir un avis là-dessus, parce que c'est tellement, je dirais, c'est tellement nouveau, cette espèce d'irruption maintenant de la justice d'opinion, de la justice médiatique. Alors, je comprends très bien que les évolutions de l'époque exigent ce comportement. Au fond, on se cale un peu sur des standards nord-européens qu'on avait très longtemps rejetés, ou auxquels on a préféré plutôt des standards latins. On s'est organisé autour du fameux dicton politique depuis des générations, n'avouez jamais, démissionnez jamais. Ce vernis est en train de craquer, et sous la pression des nouvelles demandes sociales, de nouvelles générations, il y a ce comportement qui aussi s'aligne en fonction de la situation et l'attitude vis-à-vis des femmes. Je trouve ça très intéressant, très bien. Oui, c'est intéressant. À partir de quel moment maintenant il y a une légitimité dans les instances politiques à se substituer à la justice? Ça, c'est maintenant la question que pose la NUP d'une manière générale, qui est posée aux partis politiques
aussi, voilà, de manière plus générale. Une auditrice, Anna, nous dit bonjour, que Rousseau dénonce, point d'exclamation, soit, mais que Bayrou démissionne sans explication ni mot, c'est assez étrange. Geneviève. Oui, mais d'autant que lui-même dit qu'il ne sait pas exactement de quoi il est question. Donc lui-même dit qu'il ne sait pas exactement de quoi il est question. On ne sait pas exactement de quoi il est question. Enfin, c'était quand même assez stupéfiant de voir cette femme se muer subitement, avec ce réquisitoire absolument incroyable contre quelqu'un de son propre parti sur une chaîne de télévision et qui se retrouve acculé et contraint à démissionner, alors que manifestement pour l'instant il n'y a pas de plainte. Enfin, on n'en sait rien, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, lui-même ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Donc là, on est en train de basculer dans autre chose. On a l'impression d'une espèce de Robespierre en jupon s'attaquant à quelqu'un de sa propre famille politique. Moi, j'ai trouvé ça quand même proprement hallucinant. C'est pas moi qui vais être contre le mouvement MeToo, contre les droits des femmes, évidemment pas. Mais il y a un moment où on peut pas non plus dire et faire n'importe quoi, jeter l'opprobre sur quelqu'un, remplacer la vraie justice par la justice médiatique et par des règlements de compte internes à la télévision finalement. Oui. Stanislas Rigaud. Il y a plein de choses là-dessus, mais en tout cas, moi, quand je vois Sandrine Rousseau jeter en pâture Julien Bayou, qui après, hors caméra, je lisais le tweet de Raphaël Enthoven à l'instant, juste avant de rentrer sur le plateau, qui révélait que Sandrine Rousseau disait elle-même hors caméra et hors antenne que pénalement, ce n'était pas forcément répréhensible ce qu'avait fait Julien Bayou. Je trouve ça déplorable. Autre point intéressant, la NUPES, c'est c'est la France Insoumise, c'est l'extrême gauche qui a imposé cette vision de la chose, c'est-à-dire d'obliger les gens à démissionner, à se jeter sur toutes les affaires concernant leurs opposants politiques. Aujourd'hui, ils en sont victimes et c'est le serpent qui se mord la queue. Deuxième chose également là-dessus, si l'on veut que la parole des femmes soit réellement prise en compte et que l'on puisse avancer sur ces sujets-là, sur l'assurance des agressions sexuelles, des viols, etc., il ne faut pas les prendre à la légère et cela ne doit pas se régler sur Twitter, sur Facebook ou Instagram. Nous avons une justice dans ce pays-là, je suis le premier à le dire, parfois elle ne fonctionne pas toujours bien, mais ce n'est sûrement pas sur Twitter ou sur les réseaux sociaux que l'on va résoudre ces problèmes-là. Donc je pense que la NUPES est en train de se rendre compte que les sujets, la façon de procéder qu'ils ont amené n'est pas la bonne, et aujourd'hui ce sont leurs élus qui en payent le prix. Et troisième et dernier point, démissionner comme le fait Katnas, qui est une autre affaire encore que M. Bayou, c'est encore parce que lui-même avoue, c'est encore autre chose. Mais là, Bayou, il n'essaie même pas de se défendre, et en plus de cela, qu'il soit cohérent jusqu'au bout. Moi, c'est pas ce que je souhaite. Moi, j'attends que la justice fasse son travail, mais s'ils sont cohérents jusqu'au bout, qu'ils quittent l'Assemblée nationale. Non, mais c'est pas forcément ce que je souhaite. Non, mais c'est la question. C'est-à-dire, pourquoi se mettre en retrait des instances politiques de leur parti et pas de l'Assemblée nationale? Mais moi, je trouve que c'est pas cohérent. Forcément, on ne comprend pas aussi très bien pourquoi ce comportement existe, c'est-à-dire quelqu'un qui démissionne alors qu'il ne sait pas, et on ne sait pas vraiment encore ce qu'il a fait. Lui-même dit qu'il ne sait pas. Il est désigné, voilà, il parle d'une situation kafkaïenne dans laquelle il se trouve. D'ailleurs, il devrait prendre la parole dans la journée selon son communiqué. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est à quel point le comportement d'ailleurs de Sandrine Rousseau, parce que c'est elle qui est en pointe, marque une évolution de la culture politique. On bascule quand même dans un autocratisme. On bascule quand même dans une démarche quasi dictatoriale. C'est gravissime. C'est quand même, je dirais, ça pose une question qui est plus générale encore, c'est-à-dire que fait partie, Sandrine Rousseau, d'ailleurs, est assez, faut le savoir, est assez écoutée, en réalité, de ces dirigeants politiques qui aujourd'hui disent, bien écoutez, au nom de la sauvegarde de la planète, au nom de la justice faite aux femmes après des années, des siècles de patriarcat, eh bien, il est peut-être bon de suspendre des libertés individuelles, de rétablir des démarches, directives, autocratiques, autoritaires. Et de ce point de vue-là, je dirais que la démocratie n'y gagne pas forcément. Oui. Alors, Nicolas vient d'arriver, vous prenez en cours de route, donc vous parlions de Julien Bayou qui a démissionné de la présidence d'Europe Écologie Les Verts. Votre point de vue? On est dans une sanction purement politique, c'est pas une sanction pénale, c'est pas une sanction civile. Il n'y a d'ailleurs pas, à mon sens, à ma connaissance, d'informations judiciaires qui aient été ouvertes. La victime elle-même dit que ce sont des faits non pénalement répréhensibles. C'est ce qu'explique Julien Bayou. Après, il y a une ligne politique de son parti qui est très, très stricte, qu'on peut discuter, qu'on peut débattre.
mais qui existe politiquement chez les Verts aujourd'hui. Ce sujet est devenu particulièrement insupportable. Donc c'est la responsabilité du parti. Mais on posait la question de l'Assemblée nationale. Et alors, c'est toute la difficulté. On a la superposition de positions politiques de partis avec des enquêtes internes qui sont menées par ces partis en dehors de tout cadre judiciaire, qui sont menées en interne. Et puis une forme, non pas d'hypocrisie, mais on marche sur une autre jambe avec le suffrage universel devant l'Assemblée nationale. Donc devant qui est-il responsable? Devant son parti, qui l'exclut, entre guillemets, de son poste de responsabilité, ou devant ses électeurs qui l'ont élu au suffrage universel? Pour la justice, peut-être, s'il y a quelque chose à ajouter. Il y a quand même 2 points. Non seulement, à force de parler que de ça, la France Insoumise et les écolos ne parlent pas de leur sujet soi-disant de prédilection, à savoir l'écologie. Et puis l'autre point, c'est que leurs instances internes, qui est censé recueillir la parole des femmes, ils les sortent quand ils le souhaitent. Et puis pardon, mais à force d'avoir des affaires et les garder sous le manteau, Sandrine Rousseau pourrait aussi s'interroger sur la façon qu'elle a de distribuer les bons points et de sortir les affaires quand elle le souhaite. Puis c'est elle visiblement qui a la main mise là-dessus. Allez, petite pause et on se retrouve. Oui, Mickaël. Juste pour dire, pendant ce temps-là, ça leur laisse très très peu de temps pour soutenir les femmes qui se battent en Iran, pour soutenir les femmes on va en parler. Qui sont on va en parler. Opprimées dans le monde entier. Allez, petite pause sur Sud Radio. On se retrouve, on va évoquer ce qui se passe en Iran. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons avec Mickaël Darmon, Nicolas Corato, Geneviève Gotzinger et Stanislas Rigaud. On va passer à un autre sujet qui est à la une de l'actualité, évidemment. C'est ce qui se passe en Iran, ces manifestations de femmes tuées parce qu'elles ont retiré le voile, des images à la fois glaçantes et... Oui, alors c'est parti, disons que l'accélération du mouvement, parce que c'est un mouvement qui existe depuis plusieurs mois et qui, depuis 2019, quand même, se renforce. Mais il y a une dizaine de jours, une jeune Iranienne est morte dans un commissariat. On ne sait pas exactement dans quelles conditions, simplement parce qu'elle avait des mèches de cheveux qui dépassaient de son voile. Et à partir de là, effectivement, il y a un emballement des Iraniennes, de multiples Iraniennes, de milliers d'Iraniennes qui font preuve d'un courage inouï et qui descendent dans la rue de manière récurrente en enlevant leur voile et en exprimant que pour elles, c'est aujourd'hui un instrument d'oppression de ce qu'elles sont, c'est-à-dire de leur féminité, de leur identité même, qui ne saurait se résumer à ce port du voile. Et effectivement, elles sont devenues, ces femmes, le symbole du combat pour la liberté, contre un régime qui apparaît de plus en plus à bout de souffle. Alors il y a 2 jours, l'une d'entre elles a été tuée. Elle est, elle aussi, devenue un nouveau symbole de ce courage-là, tuée de 6 balles dans la tête quand même, uniquement parce qu'elle manifestait dévoilée. Il faut dire que depuis avant la révolution islamique de 1978, il y a eu un avant régime des mollahs, où les femmes en Iran étaient extrêmement protégées, où les petites filles allaient à l'école, où il y avait une loi qui refusait le mariage des femmes avant 18 ans. Et l'un des premiers actes de l'ayatollah Khomeini, ça a été d'autoriser le mariage des femmes à partir de 9 ans. Donc il faut quand même se dire que l'état des femmes, la manière dont les femmes sont valorisées ou dévalorisées dans un pays, correspond très précisément à l'état des libertés et à l'état de la démocratie dans ce pays. Ouais. Ce qui est intéressant aussi de dire à un certain nombre de personnes et de forces politiques qui en France semblent très proches de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme, qui pour moi est une réalité. C'est que la révolution iranienne n'est arrivée au pouvoir que par l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire en fait cette alliance des mollahs, de l'ayatollah Khomeini, et des moudjahidines du peuple qui, à l'époque, incarnaient une extrême-gauche islamo-gauchiste. Donc ceux qui, en France, se recommandent, se revendiquent de cette mouvance-là, devraient faire attention et réfléchir à ce qui a pu se passer ailleurs. Oui, on a eu un tweet de Sandrine Rousseau ce week-end qui dit « Nous sommes avec nos sœurs iraniennes ». Tout à l'heure, vous disiez, Mickaël, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'autre chose. Iraniennes, nous sommes avec vous, nombreuses, solidaires et sorores. Quelqu'un lui dit « Alors, le voile n'est plus un embellissement maintenant ». Là aussi, il y a une complexité quand même de la position pour rejoindre ce que disait Geneviève. Ah oui, on est complètement. On est dans la contradiction de ce point de vue-là, mais enfin, c'est quand même aussi peut-être la première fois qu'il y a une sorte de soutien ou de contestation à l'égard
des femmes qui sont obligées de subir le voile et de subir les oukases de ces pays. Pour revenir à ce qui se passe vraiment actuellement en Iran et comment, la question maintenant sur quoi ça peut déboucher. Parce que effectivement, on souligne tous les jours et on honore et on soutient et on souligne le courage et les images admirables. Enfin, c'est quand même ok. C'est vrai que c'est frappant, mais c'est glaçant parce que on se dit quand la répression, et on sent déjà qu'elle commence à arriver. Quand la répression va se manifester, ça va être terrible. Parce que la question, c'est au fond, est-ce que c'est de nature, ce mouvement, à part nous plaire, entre guillemets, à renverser, absolument, à changer. Et moi, je ne crois pas, parce qu'en réalité, ces régimes-là, ils changent de l'intérieur. Ils changent quand l'un de ces tenants, de ces responsables, décide de changer. Après, les révolutions arrivent souvent par les femmes. Aussi, elles arrivent par les femmes. C'est ce qu'on aime croire. La réalité, c'est qu'elles arrivent par les tenants du système. Aussi. Voilà, Gorbatchev a été éduqué par l'URSS. Et donc il n'y aura pas, je ne pense pas, de changement drastique en Iran si quelqu'un à l'intérieur de ce système ne décide pas de le changer. On a vu que Raïssi, alors le président Raïssi, président iranien, c'était la semaine où il était à l'ONU, donc il a été obligé d'un petit peu de faire entre guillemets bonne figure. Il a annoncé le déclenchement d'une enquête pour savoir ce que la police des mœurs à l'origine de la mort de cette jeune femme qui a déclenché tout ce mouvement avait réellement fait. Et on voit que quelques jours plus tard, les forces de sécurité n'hésitent pas à tuer Massa Amini, on peut dire son la femme. Et quelques jours plus tard, on voit que les forces de sécurité tuent de 6 balles une autre jeune femme. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas sûr que ça change fondamentalement. Malheureusement, c'est pas la manière de changer les choses. Ça fait quasiment depuis la révolution islamique qu'il y a une opinion publique en Iran qui est mobilisée contre le régime en place. C'est-à-dire que cette résistance intérieure qui caractérise aussi la situation iranienne, elle existe depuis des décennies. Et jusqu'à présent, comme vous le dites, elle n'a jamais réussi finalement à mettre cette dictature religieuse à bas. J'espère que ce sera le cas avec ce mouvement. J'ai des doutes aussi parce qu'effectivement, on voit une répression absolument féroce qui est en train de s'organiser. Avec deux choses peut-être en arrière-boutique, la négociation que nous remenons, que nous rouvrons, nous les Occidentaux, Joe Biden le premier avec Téhéran au sujet de l'accord sur le nucléaire, qui va teinter un peu le soutien que pourraient apporter les Occidentaux à ce mouvement. Je ne sais pas trop comment on va se positionner par rapport à ce qui se passe dans la rue à Téhéran, alors qu'on est en train de renégocier, de réouvrir le chantier nucléaire, l'accord nucléaire avec Téhéran. Et puis la deuxième chose, peut-être faire attention à la lecture française qu'on peut avoir de ces événements. J'entendais Gilles Fickelstein, qui avait raison sur une autre antenne ce week-end, expliquer que le voile en Iran n'est pas simplement un symbole religieux, c'est d'abord un symbole politique, c'est le symbole de ce régime théocratique qui est et il ne faut pas qu'on lise ça, nous, avec nos regards laïques et les débats que nous pouvons avoir en France sur la laïcité. On est dans un pays qui est tout à fait autre et différent. Et attention peut-être à l'anachronisme, chère Geneviève, mais je ne sais pas si l'islamo-gauchisme existe aujourd'hui, on pourra avoir le débat, mais dans les années 70, j'ai quand même des doutes sur la permanence et l'existence de cette notion que vous aimeriez introduire ou réintroduire dans l'histoire. Je ne suis pas persuadé que les islamo-gauchistes soient responsables de l'arrivée au pouvoir de l'imam Khomeini. Je dis juste qu'il y a eu une alliance à l'époque entre le parti islamique de l'ayatollah Khomeini et les Moudjahidines du peuple, qui était un mouvement marxiste. Voilà, c'est tout. Et pas islamo-gauchiste. Il y a eu une alliance entre une extrême gauche et des islamiques. Si tous les gauchistes sont islamo-gauchistes, effectivement, c'est une réduction de l'histoire. Ils étaient marxistes, ça, je pense qu'ils le reconnaissent. Mais c'est absolument pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit qu'il y a eu une alliance entre des islamiques et un mouvement d'extrême gauche, marxiste, les Moudjahidines du peuple, qui a donné ce que ça a donné. Stanislas Rigaud sur plusieurs choses. Le premier point, c'est que on ne peut que saluer que le courage, on ne peut que saluer le courage de ces femmes qui descendent dans la rue, vu le contexte évidemment de leur état, et c'est assez impressionnant de voir toutes ces images, leur courage, leur détermination. Deuxièmement, oui, je dis pas
je veux pas être caricatural et dire qu'il faut absolument calquer d'ailleurs ce qui se passe là-bas et ce qui se passe en France. Mais pardon, il y a aussi des réalités, pas forcément au niveau de l'État français, mais au niveau de l'actualité de ce pays, qui peuvent ressembler parfois à ce qui se passe dans d'autres pays sous le joug des islamistes. Par exemple, il y a encore peu de temps, je crois que c'est dans le Marais, un professeur a demandé à une élève d'enlever le voile. Il a été menacé de mort le soir même par son frère. Vous voyez, il y a aussi parfois dans ce pays-là en France, et c'est de plus en plus courant, des personnes qui, parce qu'elles s'opposent à ce type de symbole, se font attaquer, se font agresser. Alors oui, ce n'est pas la même chose, on n'en est pas là, et Dieu merci. Mais c'est en train d'arriver doucement, parfois, dans ce pays, et c'est aussi déplorable. Donc soyons vigilants là-dessus, ne nous mettons pas d'œillères, et n'en déplaise à toute personne qui veulent ignorer ces sujets sur l'islamo-gauchisme. Ça existe, et d'ailleurs, Sandrine Rousseau est peut-être la seule représentante de la NUPES à s'être exprimée en soutien aux femmes iraniennes. Aux femmes iraniennes, c'est le point positif. Non, vous n'êtes pas d'accord, Nicolas? Je sais pas, j'ai pas regardé, mais j'imagine que la dénonciation est unanime. C'est pas une cause qui nous divise, la dénonciation. Moi, je les entends pas en France dans ce cas-là. Non, mais écoutez, et c'est dommage. Vous regarderez. Pas beaucoup. Vous n'êtes pas à la NUPES. Non, je suis pas à la NUPES, mais ça m'étonnerait que la NUPES ne soit pas déclarée en France, si, en tout cas, en soutien des femmes qui manifestent en Iran. Je vois pas où est le clivage politique sur le sujet. En France, visiblement, parce qu'on les entend jamais quand il y a des pressions islamistes sur les femmes. Vous préférez lire Sandrine Rousseau. La NUPES, pardon. Elle est très drôle. Nicolas, on va avec vous, Stanislas Rigaud, on va parler dans un instant de la victoire de Fratelli d'Italia en Italie, évidemment. Et puis, Nicolas, vous pourrez vous adresser directement à quelqu'un qui est proche d'Éric Zemmour, puisque votre coup de gueule le concerne. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons en effet, nous commentons l'actualité avec Mickaël Darmon, journaliste politique chez I24 News, Nicolas Corato, président et fondateur du think tank Place de la République, Geneviève Gotzinger, communicante, présidente de l'agence Image, et Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. Alors avant de parler de l'Italie, Nicolas Corato, vous aviez un coup de gueule. Oui, parlons de la France avant de parler de l'Italie, mais ça fera une bonne transition. Ça fera une bonne transition, absolument. Malheureusement, non, je voulais parler, alors, c'est lui faire de la publicité maintenant qu'il a moins de surface médiatique qu'autrefois, mais j'assume. Je voudrais parler du courrier que Éric Zemmour a envoyé à des centaines de maires, apparemment ce week-end, pour réagir à la soi-disant annonce du président Macron sur la redistribution des réfugiés en situation régulière. Cette lettre a comme titre ou comme objet des centaines de migrants bientôt installés dans votre commune. Voilà comment Éric Zemmour écrit à des maires de petites communes. Et je vous lis juste un extrait. Imaginez qu'un beau matin, votre préfet de département vous appelle pour vous signifier qu'il a 1000 ou 2000 migrants à répartir dans le département et que 300 reviennent à votre commune. Quelques semaines plus tard, des cars arriveront dans les rues de votre commune, des hommes, car il s'agit la plupart du temps d'hommes originaires d'Afrique subsaharienne ou d'Afghanistan, âgés de 18 à 30 ans, s'installeront chez vous. Malheureusement, comme on l'a vu partout en France, votre paisible commune connaîtra le communautarisme, les tensions et la délinquance qui ont frappé bien des villes avant elle. Ça continue, il y en a pour 3 pages, donc je vous fais... Il y a 2 choses qui me marquent au-delà du fond sur lequel on peut discuter pendant des heures, mais c'est peut-être pas la peine. Le fond est intéressant. Le fond est intéressant. C'est peut-être ça le sujet. Non, mais le fond est très intéressant. Mais moi, je veux bien voir effectivement les cars de 300 jeunes hommes qui débarquent dans les petits villages de France, avec l'église, la place du village, la commune au milieu. Je suis un peu atterré par finalement l'errance. Alors c'est compliqué de traverser du désert, mais l'errance d'Éric Zemmour, qui a encore les moyens pour écrire au maire, mais plus la surface médiatique pour exister comme il le faut dans le champ politique, et qui finalement non pas se radicalise, mais se ridiculise, je pense, y compris auprès de maires qui pourraient ou qui pouvaient avoir un certain nombre de sympathies idéologiques pour lui. Je trouve qu'il est en train de brûler ses derniers vaisseaux en finalement... se ridiculisant encore plus sur des sujets sur lesquels on sait parfaitement qu'il a tort. Cet homme a eu tort et les électeurs lui ont donné tort au premier tour de l'élection présidentielle, et manifestement il persévère dans l'erreur, persévère dans cette erreur finalement d'allumer une forme de peur, de flamme dans nos terroirs, pas, en prenant les petits maires pour des idiots. C'est-à-dire que finalement nos maires de nos petites communes sont peut-être les plus à même de savoir exactement où on est leur commune, où on est la question migratoire, et à pouvoir y faire face. Et quand d'ailleurs des réfugiés en situation régulière, parce que c'était ça le propos du président de la République,
sont redistribués dans des petits villages. Ça se passe manifestement très bien, de l'aveu même des maires qui accompagnent ces mouvements. Donc il y a quand même il y a une forme d'hypocrisie et puis surtout une forme de fuite en avant de votre candidat, de votre chef. Vous voyez où l'hypocrisie, monsieur Corato ? Qui moi me terrifie. Je me dis heureusement qu'il a encore un peu d'argent après la campagne, heureusement qu'il va être remboursé de ses comptes de campagne, on verra dans quelques mois. Contrairement aux écolos et au PS, parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent dans cette campagne, à 11 millions d'euros, c'est quand même beaucoup. Moins que Macron qui a fait campagne pendant 2 mois. Enfin, vous êtes un des candidats au premier tour qui avait le plus dépensé. J'imagine qu'il vous reste un peu d'argent pour écrire aux maires et puis peut-être pour leur réécrire, mais je me demande à quel point finalement vous êtes vraiment utile au débat public. Bon. Alors. Quel réquisitoire. En tout cas, ce qui était le plus intéressant dans ce que vous venez de dire, monsieur Corato, c'est quand vous avez lu la lettre de monsieur Zemmour. Je ne crois pas que les Français soient aujourd'hui contents d'entendre le président de la République parler de répartition des migrants dans les campagnes. Je crois que personne, en fait, en France, n'a envie que sa commune... Oui, mais très bien. En situation régulière, monsieur Rigaud. Mais personne n'a envie, monsieur Corato, que sa commune rurale, tranquille et paisible, devienne la Seine-Saint-Denis, devienne Nantes. Aujourd'hui, par exemple, à Nantes, ce week-end, nous avons eu encore 3 Soudanais qui ont violé une femme. Personne n'en veut. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle le lien entre immigration et insécurité ? Ah oui, j'aimerais bien. Ah bah oui, 55% à Marseille, plus de 50% aussi à Paris, plus de 45% à Lyon. C'est des liens, et c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Darmanin. C'est justement peut-être la ghettoisation qui crée de l'insécurité. Donc on va peut-être que justement cette diversification... Je finis parce que j'étais terminé. Mais effectivement, je rebondissais sur ce que mais je ne crois pas qu'il y ait qu'un seul facteur. Je ne suis pas là pour dire ça, mais le fait est que peut-être qu'on va créer ces zones de ghetto dans ces zones rurales, parce que en plus, proportionnellement parlant, un petit village de 1000 habitants, si on met 90 migrants, ça va être aussi un communautarisme qui va se créer. Si aujourd'hui, M. Corato est content de dire qu'il n'y a pas de sujet d'insécurité lié à l'immigration, il n'y a pas de communautarisme. Mais vous dites que ce que dit M. Zemmour, c'est hypocrite, que ça n'a pas de sens et qu'il apporterait un débat public. Si M. Zemmour apporterait un débat public, comment expliquez-vous que sur tous les sondages d'opinion sur le grand remplacement, sur la rémigration, sur les problèmes qu'il y a aujourd'hui avec l'immigration en France, soient tous favorables? Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez un ton moqueur là, sur les résultats d'Éric Zemmour. Mais vous soutenez qui, M. Corato? Le PS qui a fait moins de 5? Les écolos qui ont fait moins de 5? La France Insoumise qui a besoin... Peu importe qui je soutiens. Moi, je suis un homme de gauche, donc je vous parle de la gauche. Elle est peanuts aujourd'hui. La gauche aujourd'hui, elle est peanuts. Elle n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Non, mais elle est peanuts. Moins que le clan national, pardon. Que vous soyez devenu politiquement correct, ça j'ai bien compris, mais de ne pas que la gauche est peanuts. Manifestement, elle a des députés. Aux élections présidentielles, beaucoup moins. Le Rassemblement national est devant. Et donc, est-ce que ça leur donne raison pour autant pour vous? Non, je crois pas. Donc, les études d'opinion. Votre thèse a échoué. Et d'ailleurs, on va faire un lien maintenant. Comme ça me permet de faire la transition. Oui. Mais attention, parce qu'il faut d'abord qu'on continue à terminer ce sujet. Attention, oui, juste. Sur la lettre d'Éric. Oui, mais attention aux prédictions et à enterrer qui que ce soit. Monsieur Mélenchon a commencé en 2008. C'est pas des prédictions, 7%, c'est votre score. Non, sur la fin d'un homme politique. Attention aux prédictions. Monsieur Mélenchon, quand il quitte le PS en 2008, il est peanuts. Aujourd'hui, il a réussi une percée. Et Mélanie, dont on parlera tout à l'heure, était aussi autour de 4-5% il y a 4 ans. Bon. Alors. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que la lecture qui est faite par votre parti, par Reconquête et par Éric Zemmour en premier, de l'état réel de la société française ne correspond pas à la réalité. Réalité. Non, je vais vous dire une chose. Vous mettez le parti Éric Zemmour en premier, et encore ce matin d'ailleurs, Marion Maréchal, lorsqu'elle parle de Giorgia Meloni, met en avant les valeurs et les racines chrétiennes de la société française. Eh bien, il faut dire que dans ces valeurs-là, vous avez la dimension d'accueil. Et je tiens à vous rappeler que en ce qui concerne cet accueil et ces traditions d'accueil et ces valeurs d'accueil, c'est dans le nord de la France, lorsqu'il y a eu tous les problèmes des migrants depuis des années, que ce sont des associations catholiques qui n'ont pas hésité à se mettre en hors-la-loi pour accepter, intégrer, accueillir des réfugiés, des migrants, parce que ça se faisait au nom de l'accueil. Donc, moi, indépendamment toutes les considérations techniques, ghettoisation ou pas, on sait que dans certaines communes, quand ils ont été accueillis, il y a plus de réussite que de problèmes. Sur les retours de mer, ce que je mets en avant surtout, c'est votre lecture, votre perception de la réalité de la société française qui ne correspond pas justement à ce que vous mettez en avant et le résultat des élections dont acte. Blandine nous dit, vous pensez vraiment que les habitants des zones rurales vont applaudir l'arrivée de migrants dans leur commune? Vous pensez vraiment que nous avons envie de voir nos cadres de vie envahis? En effet, faisons un référendum, on verra le résultat. Alors, Geneviève on a un certain nombre de retours parce que ça existe déjà.
Au jour d'aujourd'hui, 2000 étrangers par mois se voient proposer par l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'aller dans des villages, dans des zones rurales pour les revivifier en quelque sorte. Aller dans des endroits où il y a des besoins, pas aller n'importe où ghettoiser des pauvres villages. Et c'est en général des familles qui s'y installent, c'est absolument pas des hommes seuls, délinquants. Non, il y a très peu de enfin, Geneviève, il y a assez peu de familles. Non, il y a beaucoup de familles. Il y a beaucoup de familles. Donc il y a des écoles. Je connais un petit peu le sujet, Nicolas. Regardez les chiffres. Dans les chiffres de l'immigration en France, les vôtres, les femmes sont quasiment à parité avec les hommes. Vous les sortez d'où vos chiffres, Nicolas Corato? Du ministère de l'Intérieur. Ah ouais, d'accord. Regardez. Moi, mes chiffres sur la délinquance et l'insécurité. Zemmour, si ça vous moi, je pense que M. Darmanin, donc vous voyez. Je vais finir. Vous voyez des remontées de maires, de petits villages, des remontées de préfets qui vous disent que certaines écoles dans lesquelles il y avait quasiment plus d'enfants se trouvent revitalisées. Ça fournit des emplois. Je vous rappelle c'est produit à 2 reprises d'ailleurs, avec à chaque fois des boulangers guinéens, avec 2 grèves de la faim successives pour défendre des boulangers guinéens qui étaient menacés d'extradition et qui donc venaient revivifier, apporter leur expertise et faire qu'une boulangerie dans des villages ou des petites villes puisse continuer à être ouverte. Donc il ne faut pas présenter l'immigration comme forcément la horde de barbares, de négatif. Voilà, c'est absolument pas des barbares, c'est des personnes qui ne demandent en général qu'à s'intégrer. En revanche, je suis d'accord avec vous, il peut y avoir dans des banlieues des phénomènes de ghettoisation qui vont créer d'autres types de problèmes. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais justement, une répartition peut-être plus égale sur l'ensemble du territoire national, d'abord correspond à notre tradition d'accueil, très clairement, et puis ensuite peut aussi avoir un impact extrêmement positif sur ces zones. Plusieurs choses là-dessus. Premièrement, sur l'accueil, je suis très heureux que M. Darmon soit aujourd'hui représentant de l'Église catholique. Pas représentant, c'est une blague, M. Darmon. Oui, c'est une blague. Mais par contre, vous avez raison, l'accueil... Je mets surtout en avant la façon dont Éric Zemmour, lui, met ça en avant. Il a été... Bien sûr, mais moi, vous avez raison et j'y suis aussi très attaché. Donc, mais l'accueil, vous savez, moi, quand j'accueille des gens chez moi, et que j'ai un 10 mètres carrés avec le toit sur le palier, j'accueille pas 15 personnes. C'est la même chose en France. Quand on n'a pas la situation politique et sociale pour accueillir des gens correctement dans le pays, quand il y a 10 millions de pauvres, 6 millions de pauvres, 10 millions de personnes à l'aide alimentaire en France, on n'accueille pas tout le reste du monde, pardon. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi préoccupé de ça par la situation de ces réfugiés, de ces immigrés qui viennent dans ce pays, essayez de les accueillir dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le cas en France aujourd'hui, pardon de le rappeler. Deuxième chose, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème de vitalité dans ces zones rurales. C'est vrai. Pourquoi il y a un problème de vitalité dans ces zones rurales? Parce que l'État n'est pas capable de les aider. Pour mettre de l'argent et injecter de l'argent ailleurs, il y a du monde. Pour construire des ronds-points à tout va, il y a du monde. Quand il faut investir dans les banlieues, il y a du monde. Et quand il faut des communes rurales, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de services publics là-bas, il n'y a plus de services de bus, il n'y a plus de train, il n'y a plus rien. Et par contre, pour trouver de l'argent, pour loger des migrants dans les campagnes, ils sont évidemment présents. Troisième point, ou quatrième point, qu'importe, pardon de le dire aussi, mais là, M. Corato a des exemples de maires qui lui disent qu'ils sont très contents de recevoir des migrants. Moi, je vous propose quelque chose de très simple. Faisons un référendum, oui ou non, pour la répartition des migrants dans les campagnes. Vous serez surpris du résultat. Alors, il y a un auditeur qui m'envoie l'exemple de Chambon-le-Château. Depuis 12 ans, les réfugiés contribuent au maintien de la vie au village. Donc, il y a forcément des exemples où ça fonctionne. Mais ce que dénonçait... Non, mais ce que dénonce... un peu ce que dit Nicolas... Je dis barbare, j'ai employé le mot barbare. Non. Vous sous-tendez tout. Mais c'est un peu ce que sous-entend la lettre, effectivement, d'Éric Zemmour. Quand il dit ça va déferler. Plus personne veut d'immigration en France, en fait. Oui. Plus personne, même Darmanin. Ça fait 150 ans que plus personne veut d'immigration en France. Les Polonais ont entendu ce discours, les Italiens après eux, les Juifs aussi d'Europe de l'Est. Et aujourd'hui... C'est la même immigration, Nicolas Corato? Moi je pense qu'une immigration, c'est une immigration. C'est des hommes et des femmes, oui. Je pense que c'est d'abord des humains. Et je rajoute une petite chose, parce que... Vous faites fi de la culture et de la civilisation, c'est magnifique. Vous voyez, moi je m'intéresse beaucoup à l'électorat catholique en France. Je pense que vous aussi. Et je m'intéresse beaucoup à la place des catholiques dans le débat public. Je remarque que le premier d'entre eux, qui s'appelle François, qui est à Rome, une ville intéressante, est le premier à combattre vos idées, et ça me parle. Et ça devrait parler à beaucoup de catholiques. Moi, je l'écoute avec passion. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler des élections en Italie, la victoire de Fratelli d'Italia. Avec vous dans un instant.
Sur 9h-10h, Valérie Expert. Alors, Stanislas Rigaud, vous vouliez revenir sur les élections en Italie, la victoire de Fratelli d'Italia. Alors, selon les uns, l'extrême droite, lapsus intéressant, l'extrême droite, le fascisme, le post-fascisme arrive au pouvoir. Que nous dit cette victoire de Fratelli d'Italia ? C'est avant tout une victoire absolument incroyable, notamment de Fratelli d'Italia et de leur coalition d'Union des droites et des patriotes, qui a fait un score impressionnant hier soir en Italie. Et puis, c'est en plus, accessoirement, moi, ça m'a amusé, mais il y a eu en France, notamment, c'est la première fois, je crois, de ce que j'ai pu regarder à droite à gauche, que la France s'intéresse autant à une élection en Italie. Il y a eu une sorte de... Les médias français, pour beaucoup, se sont eux-mêmes montés le bourrichon en s'inquiétant de la situation là-bas. C'est un pied de nez à Madame von der Leyen, qui s'est permise de commenter en amont les résultats possibles en Italie, en voulant encore donner des leçons. Je crois que c'est un pied de nez aux grands donneurs de leçons européens qui ne font que qualifier les partis qui ne sont pas d'accord avec eux par des anathèmes, en les traitant de fascistes, d'extrême droite, etc. En réalité, hier, en Italie, c'est le peuple qui s'est levé, qui a voté pour sauver son identité, pour se battre contre l'immigration, pour se battre aussi contre tous ces donneurs de leçons bien pensants. Et puis surtout, ce qui a aussi gagné en Italie, et ce qui pourrait nous inspirer, nous, en France, c'est le grand union qui a été réalisé autour de Meloni, avec Salvini également, qui ont gagné. C'est l'union des droites et patriotes qui a gagné hier en Italie. Et je pense qu'en France, nous pouvons nous en inspirer. Et puis ce qui est aussi très intéressant, pour nous en tout cas, nous chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, c'est qu'il y a maintenant 4 ans, on parlait de Meloni, peut-être pour certains avec dédain, parce qu'elle était autour de 4-5%. Et aujourd'hui, parce qu'elle a maintenu la même ligne, parce qu'elle a été courageuse, parce qu'elle s'est battue, elle s'est militante, parce qu'elle a pointé le réel que certains n'osaient pas dire, que certains voulaient mettre sous le tapis, et bien aujourd'hui, elle est la première force politique italienne. Et bien je crois que notre travail à nous, en tant que patriotes, en tant que personnes s'affiliant à la grande famille de la droite française, nous devons aussi travailler et pour décrire le réel, et aussi surtout pour s'allier à la fin et pour gagner les élections en France. Oui. Comment vous l'analysez, ça veut dire d'abord victoire ? ça veut dire que vous allez donc maintenant vous mettre à soutenir l'Ukraine, parce qu'elle est totalement atlantiste. Et qu'elle n'est pas du tout du côté des Russes, comme on l'entend souvent dans votre formation politique. Moi, je suis pas pour les Russes. Ça veut dire aussi que vous allez devoir obtenir le feu vert et le soutien des milieux économiques qu'elle a obtenus, que pour l'instant ni le RN ni Reconquête n'obtiennent. On n'est pas aux responsabilités. Donc, et troisièmement, elle a déjà été aux responsabilités dans un gouvernement de Silvio Berlusconi. Donc en fait, le narratif que j'entends depuis quelques jours, qui consiste à dire ce qui arrive à Giorgia Meloni et la préfiguration de ce qui arrive à Reconquête ne correspond en rien à la réalité. En rien à la réalité. Donc de ce point de vue-là, c'est un narratif politique que vous avez le droit de faire, et c'est normal, c'est votre métier, mais il ne correspond en rien à la réalité. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là où plutôt Marine Le Pen, elle s'en inspire, et on verra dans quelle mesure elle sera en situation beaucoup plus que Reconquête de faire quelque chose un jour, c'est que elle s'inspire et Meloni arrive dans l'aboutissement de l'évolution déclenchée par Gianfranco Fini, qui lui a décidé de faire sortir le parti de sa mouvance et de ses sphères, de ses valeurs fascistes, post-fascistes, et de les amener vers une union des droites, qui est en Italie déjà installée depuis longtemps, alors qu'en France ça reste encore un tabou, et pouvoir ensuite élargir, arriver au pouvoir. Et par le jeu politique, Meloni arrive à porter ça au plus haut niveau. Ça, c'est une évolution qu'on voit chez Marine Le Pen depuis des années, initiée par Bruno Maigret, il faut le dire, à l'époque, qui a trahi, mais qui avait quand même la matrice politique juste, qui a rejoint d'ailleurs maintenant Éric Zemmour, en disant il faut absolument que l'on puisse arriver au pouvoir sur le modèle Gianfranco Fini en Italie. Ça arrive aujourd'hui au sommet en Italie. On verra si en France on aura les mêmes conditions politiques pour cela. Il est vrai que c'est l'enjeu aussi pour Emmanuel Macron, on l'a souvent évoqué à ce micro, une de ses proches a dit dès le début de la rentrée cette formule frappante qu'il risquait d'être le Barack Obama français, c'est-à-dire qu'après 2 mandats le populisme arriverait donc au pouvoir.
La question est de savoir si maintenant la bande-annonce de Giorgia Meloni sera la bande-annonce de Marine Le Pen. La Suède également est là. Il se passe quelque chose quand même. Non mais clairement, non seulement il se passe quelque chose, mais aujourd'hui l'Europe a changé de nature. L'Italie, qui est quand même un très grand pays, se rapproche maintenant, se rejoint l'axe des pays tels que la Hongrie. Et de ce point de vue-là, on est dans un changement de ligne considérable. Comment la France va réagir, comment la France va se comporter, comment les autres pays vont se comporter, ça on le verra dans les prochains jours. Je note juste à ce stade, puisque c'est quand même aussi le métier, qu'il n'y a aucune réaction du côté de LR. Non. Absolument, c'est vrai. LR est embringué dans sa discussion interne pour l'élection de sa nouvelle présidente. Donc bon, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs lignes à LR et qu'en fonction de qui va gagner cette élection interne et qui sera le prochain président de LR, c'est vrai que si c'est Éric Ciotti, on peut imaginer que ce cordon sanitaire qui existe entre la droite et l'extrême droite depuis Jacques Chirac, de manière très claire, très définitive, très ferme, peut sauter. Ouais. Donc, il faut suivre très précisément ce qui se passe à LR. Pardon. Oui. Et par ailleurs, en France, Emmanuel Macron, oui, mais si c'était le cas, il porterait quand même une immense responsabilité personnelle là-dedans. Oui, d'ailleurs, d'où le stress que l'on comprend autour de lui à ce sujet. Oui. Pour avoir réunifié toutes les forces politiques, je dirais, centrale, social-démocrate, libérale, autour d'un seul courant politique qui rend aujourd'hui toute alternance impossible en dehors d'une alternance avec une extrême. C'est la construction politique qu'il avait en place depuis 2017. C'est sa construction politique, oui, on est d'accord. Mais si cette construction politique peut générer ça en France, peut rendre ça possible en France. Mais écoutez, ce matin, François-Xavier Bellamy, qui était l'invité du Grand Matin Sud Radio au micro de Patrick Roger, disait: le parti de Giorgia Meloni n'est pas pro-fasciste, c'est une folie de faire croire que 25% des Italiens seraient fascistes. Et il ajoute: le vrai danger pour l'Europe, ce n'est pas Meloni, mais l'immigration illégale qui explose en Italie. Menacer de sanctions les Italiens est une faute de Ursula von der Leyen, ça c'est encore autre chose. Mais on sent que ça préfigure le grand mouvement tectonique de la droite française dans les 5 ans à venir pour la prochaine présidentielle, c'est la capacité ou pas à faire une NUPS de droite. Ça va être le grand débat. Ouais, ça va être, et on verra dans quelle mesure. Est-ce que c'est pas Marine Le Pen qui va réussir le grand remplacement de LR par le RN? Parce que franchement, à date, elle est quand même beaucoup plus en situation politique que Reconquête. Donc vous aurez une réflexion à mener. Vous aurez une réflexion à mener. Oui, très bien. Mais on verra bien. Là où je suis d'accord, et je vais peut-être pas être assez précis là-dessus. Moi, je suis pas en train de calquer le modèle italien au modèle français. C'est pas exactement la même chose. Par contre, il y a eu des mouvements intéressants politiques qui peuvent ressembler à ce qui se passe en France. Forza Italia, grosso modo, c'est les LR, si je caricature. La Lega, ce serait plutôt le Rassemblement national. Et au niveau de la ligne politique, Fratelli d'Italia, je le dis avec un moins bon accent que vous, serait plutôt Éric Zemmour. Ce que je dis, c'est que sans cette alliance entre ces partis-là en France, avec les Bellamy, les Bardella, les Marion Maréchal, les Zemmour, etc., nous n'arriverons pas au pouvoir. Et vous avez raison de le dire, le travail des années à venir, c'est d'arriver, parce que nous avons un socle commun, et les déclarations de M. Bellamy vont dans ce sens-là, dans le sens où nous avons 5 ans pour nous unir et gagner en 2027, parce qu'on a le droit de commenter pendant des années. Si on n'est pas au pouvoir, ça sert à rien. Et après, on pourra juger notre travail aux responsabilités. Nicolas Corato. Ce que je trouve intéressant dans la déclaration de M. Bellamy sur votre antenne ce matin, c'est ce glissement justement vers le fascisme, idéologiquement. J'assume mes paroles. Quand Mussolini crée le parti fasciste, et après avoir quitté le parti socialiste avec un certain nombre d'alliés, il y a une célèbre scène qui est racontée par beaucoup d'historiens où ses anciens camarades du Parti socialiste viennent le voir et disent: mais il nous faut un programme, il nous faut un projet si on veut conquérir le pouvoir. Et Mussolini leur dit: nous n'avons pas besoin d'idées, nous n'avons pas besoin de programme, nous avons besoin d'adversaires, nous avons besoin de définir un ennemi. Et il définit comme ennemi les socialistes, les communistes et le danger communiste. Finalement, c'est assez simple de réunir la droite sur des présupposés fascistes. Il suffit de trouver un adversaire, de prendre comme ennemi l'immigré et de construire un programme, non pas politique, mais un programme de combat autour de cet ennemi défini en commun. Donc moi je trouve qu'effectivement ce raccourcissement des idées, ce raccourcissement du débat public et du débat politique auquel on assiste à droite et pas simplement à l'extrême droite est tout à fait un présupposé finalement du délire fasciste qui a aussi eu énormément de succès en Italie. Le fascisme en Italie n'est jamais mort. Ils n'ont pas la même histoire que nous. Nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'autre chose. Aujourd'hui, vous n'avez pas de programme. Vous n'avez qu'un ennemi. Nous avons aussi besoin de quelque chose. C'est de gens comme vous
vous qui vont dans les médias donner des grandes leçons, employer des mots et faire des comparaisons anachroniques totalement ridicules. Mais je vous empêche pas de le faire. Parce que je ne suis pas fasciste. Je ne suis pas fasciste. Je vous laisse déverser ce que vous voulez sur les plateaux. Ah bah oui, vous voyez bien. J'ai le temps, j'ai 5 ans comme vous venez de dire. Mais voilà, pourquoi on est prévenu. Enfin, il y a quand même des Suédois qui ont voté, des Italiens qui ont voté. Je ne suis pas en train de vous dire que ça n'a pas de succès. Non, mais pourquoi? Je regarde simplement des forces politiques se construire sur un seul sujet, sur un seul sujet, c'est sur un ennemi déclaré qui serait commun au peuple européen, à une identité européenne et qui serait. Je vous aurais les programmes alors. Alors, Michael, pourquoi c'est la réponse à quoi? Parce que tout simplement, la démocratie est malade. La démocratie est malade mondialement. Ça n'est pas uniquement un sujet lié à une attitude vis-à-vis de la France. Il faut élargir ça aussi, ou même de l'Europe, qui est quand même à l'échelle du monde un timbre-poste. Et il faut quand même voir que le modèle démocratique qui consiste dans lequel on a été élevé, que la croissance économique adossée à des régimes libéraux démocratiques apporte le progrès, apporte le bonheur. Cette idée, elle est totalement battue en brèche. Le sommet de Samarcande il y a quelques jours, juste avant, au moment d'ailleurs où tout le monde entier se réunissait au chevet de la reine d'Angleterre, vous aviez un certain nombre de pays, Russie, Chine, Inde, qui se sont réunis et qui disaient: nous sommes un contre-modèle. Nous assumons notre démarche non démocratique. L'autoritarisme amène la capacité de pouvoir gérer une société. Enfin, l'Inde n'était pas tout à fait sur cette ligne. On ne peut pas dire c'est quand même nationaliste, dur. Oui, c'est quand même pas un régime non démocratique. Ça reste quand même dans une démarche, je dirais, identitaire, renouvelée, assumée, avec des romans nationaux très forts et avec la capacité de dire nous ne sommes pas l'Occident et l'Occident n'a plus de leçons à nous donner. Et ça amène effectivement, ça dégage des forces politiques qui, dans les pays, arrivent à trouver leur résurgence et à réorganiser le cadre politique. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. La poussée populiste, il y a quand même eu Trump aux États-Unis, donc le populisme n'est pas. Moi, je ne balayerai pas la question identitaire comme vous le faites, Nicolas. Je pense qu'effectivement, il y a une profonde angoisse des Européens devant leur identité et éventuellement une perte d'identité. Donc il faut que les démocrates et ceux qui sont hostiles à la poussée populiste trouvent une réponse à cette question et ne le balayent pas... avec un peu... peut-être un peu de dédain. C'est la tristesse du matin qui fait ça. Voilà, merci à tous les quatre. Dans un instant, l'humour et Jérôme Deverdière dans l'émission Média. À tout de suite. Sud Radio.